L'unité 9 porte sur la tension électrique, une grandeur physique très importante en physique et surtout en électricité et en électronique. Donc nous commençons cette unité par soulever une situation problème. Alors on peut se demander que tous les appareils qui fonctionnent à l'électricité, on peut se poser comment ils fonctionnent. Et qu'est-ce que c'est qu'une tension électrique? Et comment peut-on la mesurer? Tout d'abord, avant de passer à ça, nous allons définir un certain nombre d'objectifs, comme vous les voyez devant vous. Donc, on se sert d'un oscilloscope qui est un appareil électronique dont l'intérêt est de visualiser une tension électrique et de mesurer sa valeur. Cet oscilloscope possède deux voies, donc ce qui permet de visualiser, si on veut, deux tensions à la fois. Je n'entre pas dans le détail, nous allons tout d'abord utiliser une seule voie. Alors, si on relie la borne positive de la pile à l'entrée de l'oscilloscope et la borne négative de la pile à la masse de l'oscilloscope, on s'aperçoit que la ligne lumineuse se déplace verticalement vers le haut. On dit qu'il existe une tension électrique entre le pôle positif P et le pôle négatif N de la pile. Cette tension est notée UPN, supérieure à 0. De même, si on inverse les deux pôles de la pile à la même entrée de l'oscilloscope, autrement dit, le pôle négatif de la pile est branché à l'entrée cette fois-ci, et le pôle positif P est branché à la masse. On voit, c'est la figure 2, on voit bien que la ligne lumineuse sur l'écran s'est déplacée vers le bas. On dit qu'il existe une tension entre le pôle négatif et le pôle positif de la pile, et cette tension est négative notée UNP. C'est pour cela qu'on note UNP inférieur à 0. Alors, on peut supposer quelle est l'unité de la tension électrique. La tension électrique, son unité dans le système international est le volt et le symbole grand V. Si vous faites comparer les deux figures, vous allez vous apercevoir que la hauteur de déplacement de la ligne dans la première figure est la même que celle dans la figure 2, seulement la première s'est déplacée vers le haut et la seconde s'est déplacée vers le bas. Autrement dit, que la tension UNP n'est que l'opposé de la tension UPN. Et puisque la tension peut être positive, aussi bien négative ou nulle, si on ne fait aucun branchement à la voie et l'entrée de l'oscilloscope, on va dire donc que la tension est une grandeur algébrique. Alors, on se pose maintenant la question, par quoi on va représenter une tension électrique? Eh bien, par convention, la tension électrique est représentée par une flèche, et cette flèche-là allant entre les deux points. C'est-à-dire, si je pars de la tension UAB, donc l'origine de la flèche serait B et l'extrémité c'est A. Mais quand on part de la tension UBA, donc la flèche sera dirigée vers B, donc l'origine serait A et l'extrémité c'est B. Alors, on va voir maintenant cette tension électrique, en fait, qu'est-ce qu'il traduit sur le plan physique? Eh bien, cette tension électrique représente la différence d'état électrique entre les deux points.
à savoir les deux points. Il existe une tension entre deux points lorsque ces deux points n'ont pas le même état électrique. Et par conséquent, pour caractériser l'état électrique d'un point, on définit ce qu'on appelle le potentiel électrique du point. Ce potentiel électrique du point est noté par VA quand je parle du point A et VB quand je parle du point B. Même chose, comme la tension électrique, le potentiel électrique s'exprime par la même unité qui est le volt. Alors, quelle relation y a-t-il entre la tension électrique et le potentiel électrique? Donc, on voit bien que d'après la définition, que la tension électrique est la différence d'état électrique. Et comme l'état électrique est caractérisé par le potentiel électrique, donc en fait, la tension électrique n'est que la différence entre les potentiels électriques des deux points. Ainsi, la tension électrique UAB serait VA moins VB, tandis que la tension électrique UBA n'est que VA moins VB. Et puisque c'est une différence de potentiel, souvent on utilise à la place de la tension électrique, on dit différence de potentiel électrique. Donc le mot tension électrique, c'est exactement pareil que la différence de potentiel électrique. C'est noté en abréviation DDP, différence de potentiel électrique. Vous remarquez de même, compte tenu de cette différence, vous voyez, on retrouve de nouveau que UBA n'est que moins UAB, c'est-à-dire les deux tensions sont opposées. Si vous inversez les points, la tension est inversée. Alors, on se pose aussi, peut-on connaître le potentiel d'un point? Eh bien, on ne peut pas connaître le potentiel d'un point, mais par contre, ce qu'on peut mesurer, c'est la différence de potentiel ou la tension. Nous allons voir avec quoi nous allons mesurer cette différence de potentiel ou tension par la suite. Mais les physiciens se sont mis d'accord à choisir par convention un point comme point de référence pour les potentiels. Et ce point-là n'est que la Terre. Donc la Terre, son potentiel est choisi égal à 0 volt. Alors, comme on vient de le voir, que la tension électrique elle est mesurable, alors on se pose la question avec quoi va-t-on donc mesurer cette tension électrique ou bien différence de potentiel DDP. Alors, on a déjà vu pour l'intensité du courant, ça se mesure à l'aide d'un ampéromètre. Pour la tension, elle se mesure à l'aide d'un appareil électronique. Et cet appareil n'est qu'un voltmètre. Alors, pour le voltmètre, il se branche toujours en parallèle et que le courant doit rentrer par sa borne positive et sortir par la borne COM. On sait bien de quoi s'agit-il du point COM. Et il existe deux types de voltmètres, à savoir un voltmètre à aiguille et un voltmètre à numérique ou digital. Alors, pour le voltmètre à aiguille ou analogique, vous avez devant vous donc le branchement. Si le courant vient de A vers B, donc la borne positive du voltmètre sera branchée à A et la borne COM serait branchée à B. Si le courant vient de B vers A, alors donc nous allons brancher la borne positive à B et la borne COM du voltmètre à A. Alors,
pour le voltmètre à aiguille, comme pour ce qu'on a vu pour l'ampéromètre, c'est la même chose. La tension mesurée est proportionnelle au nombre de gradations indiquées par l'aiguille. Il faut simplement prendre des précautions lors de l'utilisation d'un voltmètre à aiguille. À savoir, il faut commencer par le calibre le plus haut, le plus élevé, et que le courant doit rentrer, le brancher en parallèle, et que le courant rentre par la borne positive et sortir par COM. Ensuite, on baisse progressivement le calibre jusqu'à ce que l'aiguille se fixe dans la deuxième moitié des cadrans. À ce moment-là, on va donc calculer la valeur de la tension à mesurer en se servant de cette relation U mesuré égale à N sur N0 fois C, avec N représente le nombre de gradations indiquées par l'aiguille, N0 c'est le nombre total des gradations de l'écran, et C c'est le calibre choisi, convenable disons. Très bien. Alors ici, nous allons supposer, est-ce que la valeur que nous avons mesurée à l'aide du voltmètre est exacte, ou bien c'est une valeur qui est proche de la valeur exacte. Évidemment, comme nous l'avons déjà vu, il n'y a pas de valeur exacte en physique. Alors, on va donc se poser la question, quelle est l'erreur qui s'est produite lors de la mesure de cette tension à l'aide d'un voltmètre à aiguille? Eh bien, je ne parle pas de tous les intervenants dans l'erreur, à savoir l'opérateur, à savoir autre chose, mais je reste simplement limité à l'erreur qui provient de l'appareil. Alors, cette erreur, le constructeur l'a indiquée par un nombre sur le cadran. Notez, ce nombre-là s'appelle la classe de l'appareil. Et donc, on peut déterminer l'incertitude due à l'appareil en utilisant la relation delta de U égale à X fois C sur 100. Donc, le X, il est donné par le constructeur, on le trouve affiché sur le cadran de l'appareil. Alors, l'unité de delta U est la même que celle de C, car X est un nombre sans unité. Alors, on voit bien que l'incertitude absolue sur la mesure de la tension dépend de X. Et donc, plus le X est faible, plus le delta E est petit. Et donc, l'erreur est faible. Et donc, la mesure est plus précise. Alors, donc le delta U dépend de X. Plus X est petit, le delta U serait petit. Et de même C. C'est pour cela qu'on vous dit toujours il faut passer à la lecture lorsque l'aiguille se place dans la deuxième moitié des cadrans. Pourquoi? Pour réduire C, afin que le delta U soit petit et donc la mesure serait plus précise. Alors, une fois nous avons déterminé l'incertitude absolue, c'est-à-dire l'erreur provenant de l'appareil, on se pose la question, la valeur exacte se trouve dans quel domaine des tensions? Eh bien, la valeur exacte se trouve entre U mesuré moins delta de U, c'est-à-dire l'intervalle des tensions, U mesuré moins delta de U mesuré plus delta de U. Mais on ne sait pas laquelle qui est juste. À l'intérieur de cet intervalle, il y a plusieurs valeurs. Mais de toute façon, on a limité le domaine de la valeur de la tension qu'on étudie. Ou bien, on peut écrire ceci, on peut l'exprimer ceci, autrement dit, en écrivant U égale à U mesuré plus ou moins delta de U, c'est-à-dire l'intervalle
Ça s'appelle ceci l'encadrement de la mesure. Il serait donc par la suite intéressant de supposer quel est le pourcentage de l'erreur produite par l'appareil. C'est ce qu'on appelle l'incertitude relative ou la précision de la mesure. Alors, cette incertitude relative ou précision de la mesure, ce n'est que le rapport de l'incertitude absolue à la valeur mesurée de la tension. C'est un rapport donc pas d'unité. Souvent, on l'exprime en pourcentage pour savoir de combien on s'est trompé dans la mesure des côtés de l'appareil. Et comme vous voyez, plus le delta U sur I est petit, plus la mesure est bonne. Et donc, plus l'appareil est fiable. Alors, le deuxième type de voltmètre, c'est le voltmètre numérico-digital. Il se branche aussi comme le premier en parallèle, mais vous n'avez pas à se faire des soucis concernant donc le sens du courant électrique. Car ce dernier-là, si vous faites une inversion de branchement, il va vous indiquer un moins devant la valeur affichée qui vous dit donc que vous avez donc inversé le branchement, pas plus ni moins, donc aucun danger. Mais si jamais il affiche 1 seulement sur l'écran, à ce moment-là, il vous dit que le calibre que vous avez choisi est trop petit et donc il faut passer au calibre supérieur. En conclusion, cet appareil-là est très sécurisé, donc il n'y a aucun risque. Et d'autre part, c'est un appareil qui est très précis, comparant au voltmètre à aiguille. Et je suis sûr que au bout d'un certain temps, les voltmètres à aiguille seront en voie de disparition. Alors maintenant, nous allons passer à ce qu'on appelle l'oscilloscope. L'oscilloscope, nous l'avons déjà vu au départ, ça nous permet de mettre en évidence une tension ou des DP électriques. Alors maintenant, nous allons revenir pour l'utiliser comme moyen de mesure. Et comme vous voyez, il possède 2 voies, comme je l'ai déjà dit. Chaque voie permet de visualiser une tension. Et comme vous voyez, son écran, il comporte 2 axes, un axe vertical et un axe horizontal. L'axe vertical, c'est l'axe des tensions. L'axe horizontal, c'est l'axe des temps. On va se limiter simplement à une seule voie dans un premier temps. C'est par exemple la première voie. Donc, le principe de l'appareil, c'est que la tension à mesurer est proportionnelle au déplacement de la ligne lumineuse. Voilà. Vous voyez, sur chaque voie, il y a un bouton noir. Ce bouton noir, à côté desquels il y a les unités, soit volts ou millivolts. Alors, ce bouton-là, pour chaque voie, ça représente ce qu'on appelle la sensibilité verticale. En fait, il s'agit d'une échelle qui donne le nombre de volts correspondant à chaque division sur l'écran, ni plus ni moins. Alors, on vient de voir que la tension électrique est proportionnelle au déplacement, donc on peut écrire U égale à SV fois Y, avec SV c'est indiqué par la voie, on la voit bien, on vient de parler de ça, et Y c'est le déplacement de la ligne lumineuse sur l'écran, ça serait donc en division. Si on veut mesurer la tension UAB sur l'écran de l'oscilloscope, alors on doit brancher A à l'entrée de l'oscilloscope et B à la masse de l'oscilloscope.
Par contre, si on veut mesurer la tension UBA, ce serait donc l'inverse. Nous allons brancher le point B à l'entrée de l'oscilloscope et le point A à la masse de l'oscilloscope. Et on va donc relever Y sur l'écran et lire SV sur la voie et faisons la relation U égale à SV fois Y pour calculer donc la valeur de la tension mesurée. Maintenant, dans les circuits électriques, il y a plein de fils électriques qui relient les points des circuits. C'est ce qu'on appelle les fils de connexion. On doit se poser la question, quelle serait la tension entre les extrémités d'un fil conducteur quand il est parcouru par un courant électrique? Autrement dit, on va dire, est-ce que lorsqu'un fil conducteur conduit le courant électrique, est-ce que les points de ce fil ont le même état électrique ou bien ils ont des états électriques différents? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, nous allons donc soit utiliser un oscilloscope, soit un voltmètre pour mesurer la tension entre les extrémités d'un fil parcouru par un courant. Si on faisait cette expérience-là, ou bien cette manipulation-là, on s'aperçoit que le voltmètre indique la tension nulle, quelle que soit l'intensité qui parcourt le fil électrique. En conclusion, la tension entre les extrémités d'un fil électrique, lorsqu'il est parcouru par un courant d'intensité quelconque, est nulle. Il n'y a pas de tension donc entre les extrémités d'un fil, quelle que soit l'intensité du courant qui le parcourt. Alors, voyons maintenant, nous avons déjà vu les propriétés de l'intensité du courant électrique. Maintenant, on se pose la question, quelles sont les propriétés de la tension électrique? Nous allons nous limiter aux deux types de branchements de dipôles les plus courants, à savoir le branchement de dipôle en série et le branchement de dipôle en parallèle. Donc, comme vous voyez ici, nous avons un circuit électrique alimenté par un générateur et dans lequel nous avons deux lampes qui sont branchées en série. Nous avons utilisé 3 voltmètres. Le premier voltmètre V1 va mesurer la tension UBC. Le voltmètre V2 va mesurer la tension UAB, tandis que le voltmètre V3 va mesurer la tension UAC, qui n'est que la tension aux bornes du générateur. Alors, les mesures, comme vous les voyez, vous avez UAB égale à 4 volts, UBC égale à 2 volts, UAC égale à 6 volts. Notez bien que les deux lampes sont branchées en série. On constate que la tension UAC est égale à UAB plus UBC. Autrement dit, la tension entre les bornes d'une association en série n'est que la somme des tensions entre les bords de tous les dipôles de cette association. Ce qui nous a permis de dénoncer une loi très importante pour le branchement en série concernant les tensions électriques. Cette loi, c'est la loi d'additivité des tensions. La tension électrique au bord d'une association de dipôles en série est égale à la somme des tensions électriques de tous les dipôles de cette association. Alors, remarque, vous allez peut-être rencontrer cette notion, ce qu'on appelle la loi
d'émail. Or, la loi d'émail n'est qu'un cas particulier de la loi d'additivité des tensions. Autrement dit, si vous considérez la boucle, par exemple, allant de A et revenir à A, nous aurons UAA égale à UAB plus UBC plus ECA. Et vous voyez que je commence par A, je reviens à A. Donc j'ai constitué une boucle fermée. Et puisque je parle de UAA, ce n'est que VA moins VA qui est égal à 0. Donc la loi d'émail n'est qu'un cas particulier de la loi d'additivité des tensions. Alors, pour le deuxième type de circuit, c'est le circuit en parallèle. Alors, quand on parle de circuit en parallèle, évidemment, on va parler de nœuds. Comme vous voyez ici, nous avons 4 nœuds. Les 3 lampes sont branchées en parallèle, mais aussi avec le générateur aussi. Alors, si on mesure les tensions U1 aux bornes de L1, U2 aux bornes de L2, U3 aux bornes de L3, on s'aperçoit qu'on obtient la même valeur, et cette valeur n'est que la tension aux bornes des générateurs. Donc, ceci nous conduit à énoncer une loi. Ça s'appelle la loi d'unicité de la tension. Pour les dipôles branchés en parallèle, la tension est la même entre les bornes de tous ces dipôles-là. Alors, jusqu'à présent, nous avons utilisé que des tensions continues constantes, c'est-à-dire dont la valeur reste constante au cours du temps. Maintenant, nous allons parler de ce qu'on appelle une tension électrique variable, à savoir dont la valeur varie avec le temps. Alors, si on visualise la tension dérivée par un générateur de basse fréquence, on peut voir une tension dite tension alternative triangulaire, une tension alternative carrée et une tension alternative sinusoïdale. Alors, ces 3 tensions électriques sont alternatives. Pourquoi elles sont alternatives? Car leur signe change alternativement au cours du temps. Alors, parmi les tensions variables, il y a certaines dites tensions périodiques. Alors, c'est quoi une tension périodique? C'est une tension qui reprend la même valeur en variant dans le même sens à des instants successifs séparés par la même durée. Ce sont donc les exemples que nous venons de voir, à savoir la tension alternative triangulaire, la tension alternative carrée et la tension alternative sinusoïdale. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une tension? Nous allons nous limiter à étudier seulement la tension alternative sinusoïdale et on se pose quelles sont les caractéristiques d'une telle tension. Alors, c'est une tension qui est périodique, donc, et les phénomènes périodiques sont caractérisés par 2 grandeurs physiques, à savoir la période et la fréquence. C'est quoi donc la période? La période est par définition, c'est la durée qui sépare 2 instants successifs pour lesquels la tension a la même valeur en variant dans le même sens. Symbole de la période est T majuscule. Dans le système international, puisque c'est une durée, dans le système international, la durée s'exprime en secondes.
va se poser comment on va-t-on mesurer la période T d'une tension périodique. Alors, on va se servir bien entendu de l'oscilloscope car ce dernier affiche la courbe qui représente les variations de la tension au cours du temps. Comme nous avons dit auparavant que l'axe horizontal est l'axe du temps et que à chaque division correspond une valeur, une durée choisie, c'est-à-dire ce qu'on appelle la sensibilité horizontale ou bien le balayage. Donc, T, ça représente sur le graphe une distance, c'est-à-dire un nombre de divisions. Comme vous le voyez ici, par exemple, vous avez 3,8 ou bien 4 divisions qui correspondent à T. Or, la sensibilité horizontale SH, elle est fixée sur l'oscillo. Donc, connaissant la sensibilité horizontale et le nombre de divisions correspondant à X, on peut facilement calculer T, c'est-à-dire la période de cette tension électrique alternative sinusoïdale. La deuxième grandeur qui caractérise les phénomènes périodiques, c'est la fréquence. Par définition, la fréquence, c'est le nombre de périodes par seconde, c'est-à-dire l'inverse de la période. Dans le système international, T s'exprime en secondes, alors que N en Hertz, Hz. Donc le Hertz, en fait, c'est le seconde moins 1. La tension maximale et la tension efficace. Alors, c'est quoi la tension maximale? C'est la plus grande valeur prise par la tension. Comme vous voyez sur le schéma en face, ça correspond à 3 divisions. C'est-à-dire Y max, c'est 3 divisions. Pour calculer U max, vous êtes obligé de lire le nombre de divisions qui correspond à U max, c'est-à-dire Y max. Dans notre schéma ici, c'est 3 divisions et vous allez voir sur la sensibilité verticale la valeur sur laquelle est fixée. Et vous faites la relation. On note aussi que la valeur de la tension au cours du temps, et il varie entre deux valeurs limites, à savoir moins U max et U max. C'est l'intervalle des tensions à l'intérieur duquel varie la valeur de la tension. Alors, comment mesure-t-on la valeur U max? Comme je viens de le dire, U max égale à SV fois Y, avec Y représente le nombre de divisions maximales, c'est-à-dire correspondant à U max. Dans notre exemple, Y égale à 3 divisions. SV, elle est donc notée à partir de l'oscilloscope. C'est ce qu'on appelle la sensibilité verticale. La tension efficace. Alors, maintenant, on se pose la question, puisqu'on a relevé la valeur de la tension maximale, avec un voltmètre, que va-t-on mesurer? Est-ce qu'on peut mesurer U max? Eh bien, non. Ce qu'on peut mesurer, c'est ce qu'on appelle la tension efficace. Le voltmètre se branche toujours en parallèle, et donc vous pouvez relever directement la valeur de U efficace. Mais on constate que ces deux valeurs sont différentes. Alors on se pose quelle relation qui relie la valeur maximale U max
à la valeur efficace. Alors, on a montré que U efficace n'est que la valeur maximale divisée par racine de 2. Voilà, le cours étant fini, j'espère que vous avez tiré un grand profit. Si vous avez des questions, vous les posez. Et nous allons maintenant passer à l'exercice d'application que je vous demande de lire attentivement et d'essayer d'appliquer ce qu'on vient de voir avant de passer à la correction ensemble. Bon courage!